Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crasmoto. Le turbocompresseur, ou simplement le turbo, est pratiquement synonyme de grande puissance, de couple élevé et, dans certains cas, de sensations fortes incontrôlables. Alors que les camions et voitures ont tous des turbos aujourd'hui, pourquoi n'existe-t-il pas de moto turbo, ou y en a-t-il tout de même ? Dans ce reportage, je vous propose de discuter des motos avec turbocompresseur. Comme d'habitude, nous allons examiner un peu la théorie et l'histoire de ce type de compresseur, découvrir les modèles de motos qui utilisent cette technologie, et aussi comprendre pourquoi si peu d'entre elles ont été créées au cours de l'histoire. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à grignoter. On commence. Dès que l'humanité a inventé le moteur à combustion interne à la fin du XIXe siècle, la question de l'amélioration de ses performances s'est posée. Et comment y parvenir sans modifier, par exemple, la cylindrée du moteur ? Au fil du temps, les moteurs, la distribution et l'alimentation se sont perfectionnés, ce qui a naturellement amélioré leur performance. Mais si l'on regarde d'un point de vue purement théorique, un moteur atmosphérique, lors d'un cycle, grâce à la dépression créée lorsque le piston descend, ne peut aspirer qu'une certaine quantité de mélange air-carburant. Et cette limitation, les ingénieurs ont essayé de la contourner dès le début du XXe siècle. La solution a été de forcer plus d'air dans le moteur, permettant ainsi plus de carburant dans la chambre de combustion, avec un mélange naturellement sous pression plus élevée. Cela signifie qu'il y aura plus d'énergie dégagée par cycle, et donc une force plus importante exercée sur le piston. Cela promet une augmentation significative de la puissance du couple. C'est ainsi que le compresseur fut inventé. Les compresseurs de moteurs à combustion interne se classent selon leur type d'entraînement. Premièrement, il y a les compresseurs mécaniques qui sont entraînés par les éléments rotatifs du moteur appelés surcompresseurs. Parfois, on peut rencontrer le terme soufflante. Ensuite, il existe des compresseurs entraînés par la pression des gaz d'échappement. Ce sont les turbocompresseurs, ou plus simplement les turbos, et troisièmement, et le plus récent, les compresseurs électriques. Certaines sources appellent ce dispositif un turbocompresseur électrique, mais ce n'est pas tout à fait exact, car le préfixe turbo signifie uniquement une alimentation par les gaz d'échappement. L'histoire de la construction de motos connaît de nombreux cas d'utilisation aussi bien de compresseurs que de turbocompresseurs pour augmenter la puissance des groupes motopropulseurs des deux roues. Je n'ai pas l'intention de mélanger tous les types de compresseurs dans une seule vidéo. Dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est le deuxième point, c'est-à-dire le turbo. Et cela signifie que je ne vais pas parler maintenant du très respecté Kawasaki H2R, tout simplement parce que sur la Kawasaki, c'est un compresseur qui est utilisé. Cependant, ne vous précipitez pas pour arrêter la vidéo. Le sujet des motos turbo est très intéressant, et il y aura un épisode séparé consacré aux deux roues avec compresseur mécanique. Lève le pouce si tu attends l'épisode sur les compresseurs. Alors, un peu de théorie. Le principe de fonctionnement du turbocompresseur repose sur l'utilisation de l'énergie des gaz d'échappement. Le flux de ces gaz atteint la roue de la turbine et la fait tourner sur un même arbre. Avec elle se trouve une autre roue qui comprime l'air atmosphérique dans les cylindres du moteur. Et, à première vue, on obtient un bénéfice net sous la forme d'une augmentation de la puissance de couple. Cependant, le turbocompresseur présente également un certain nombre d'inconvénients. Tout d'abord, le mélange de gaz comprimé par la turbine a une température élevée, ce qui entraîne une probabilité accrue de détonation. De plus, le mélange chauffé a une densité plus faible. Pour résoudre ce problème, on peut faire ce qui suit. Réduire le taux de compression du moteur, utiliser un carburant à indice d'octane plus élevé et installer un refroidisseur intermédiaire de l'air de suralimentation, également appelé intercooler. Deuxièmement, il existe un effet désagréable appelé le trou du turbo, et cette image illustre le principe de cet effet.
Cet effet est un délai entre l'appui sur l'accélérateur et l'entraînement de la turbine par les gaz d'échappement, provoquant une pression suffisante à l'admission et donc une hausse de puissance. Il convient de noter que, d'une manière ou d'une autre, depuis son apparition, la suralimentation a évolué et s'est perfectionnée. Les composants de ce système sont devenus plus légers, plus compacts et plus efficaces. Et un certain nombre d'inconvénients peuvent être résolus avec plus ou moins de succès. Mais on ne voit pas de moto turbo partout dans la rue. Et je répondrai à cette question après avoir fait connaissance avec les représentants de cette rare famille à 2 roues. Un peu d'histoire du turbocompresseur. Le principe de la suralimentation a été breveté par l'ingénieur suisse Alfred Büchi en 1911 à l'Office des brevets des États-Unis d'Amérique. Alfred avait déjà, en 1905, réussi pour la première fois à effectuer la suralimentation à l'aide des gaz d'échappement, obtenant ainsi une augmentation de puissance allant jusqu'à 120%. Cet événement a initié le développement et l'introduction progressive des technologies de suralimentation dans la vie courante. Le domaine d'utilisation des premiers turbocompresseurs s'est limité aux moteurs extrêmement puissants, en particulier ceux des navires. Et dans l'aviation, les turbocompresseurs ont été utilisés avec un certain succès sur les chasseurs équipés de moteurs Renault pendant la Première Guerre mondiale. Dans la seconde moitié des années 30, le développement technologique a permis de créer des turbocompresseurs aéronautiques performants, principalement utilisés sur des moteurs très suralimentés pour améliorer leur performance en altitude. Les plus grands succès dans ce domaine ont été atteints par les Américains, qui ont installé des turbocompresseurs sur les chasseurs P-38 et les bombardiers B-17 en 1938. En 1941, un chasseur P-47 équipé d'un turbocompresseur a été créé aux États-Unis, ce qui lui a permis d'obtenir d'excellentes performances en altitude. Dans le domaine automobile, les premiers à utiliser des turbocompresseurs ont été les fabricants de camions. En 1938, la première turbine pour camion a été construite à l'usine Swiss Machine Works Sauer. Les premières voitures particulières produites en série équipées de turbines étaient la Chevrolet Corvair Monza et l'Oldsmobile Jetfire, sorties sur le marché américain en 62 et 63. Malgré des avantages techniques évidents, le faible niveau de fiabilité a entraîné la disparition rapide de ces modèles. Dans les années 70, le turbocompresseur apparaît en Formule 1 et d'autres courses, ce qui accroît fortement la popularité du turbo. Et chaque constructeur automobile qui se respecte propose dans sa gamme un modèle équipé d'un turbo. Cependant, cette belle idylle sera perturbée par un événement bien connu des années 70, la crise pétrolière. Vous vous souvenez que le moteur turbo consomme plus de carburant qu'un moteur atmosphérique, et là, une tendance générale à la réduction de la consommation de carburant s'est imposée. De plus, à l'époque, les turbocompresseurs présentaient un temps de réponse important, ce qui constituait un argument sérieux contre l'installation d'un turbo sur un moteur à essence. Cependant, le développement du turbocompresseur a continué. En 1973, un turbocompresseur a été installé sur le modèle de série BMW 2002 Turbo et déjà en 1974 sur la Porsche 911 Turbo. En 1978, la Mercedes-Benz 300 SD a fait ses débuts, la première voiture particulière avec un turbo diesel. 3 ans plus tard, des Volkswagen diesel ont suivi la Mercedes qui, tout en augmentant la caractéristique traction-puissance, ont conservé une consommation de carburant assez faible. Voilà le truc. Il est un peu plus simple d'installer un turbo sur un diesel. La température des gaz d'échappement d'un diesel est le plus basse, ce qui réduit les exigences de résistance à la chaleur de la turbine et, par conséquent, le coût du composant. Ah oui, les motos, c'est bien d'elles que nous voulions parler. Comme vous le voyez, dans le contexte des années 70, cette technologie pouvait être installée sur un châssis léger. Et tôt ou tard, une turbine devait être installée sur une moto. On ignore qui a construit la première moto à turbine, mais dès le milieu des années 70, il en existait déjà aux États-Unis. Ce n'étaient pas des machines de série, mais des appareils spécialement construits par des passionnés pour les courses de dragster. Voici par exemple sur cette photo de 1977 Terry Vance, l'un des pilotes de quart de mile les plus célèbres des États-Unis dans les années 70, est assis sur une Suzuki GS 750 turbocompressée. Sur cette moto Suzuki, un turbocompresseur de la société American Turbopack avait été installé. Et voici des photos de Russ Collins et de sa Honda CB 750F turbocompressée à la fin des années 70.
Depuis lors, en croisant des voitures avec des motos de dragster, le turbo est devenu une partie intégrante de la conception, permettant d'obtenir des résultats plus impressionnants. Cependant, au milieu des années 70, il n'existait dans le monde que quelques motos turbo. Mais très bientôt, dans 2 ou 3 ans, la situation changera radicalement. Dans la construction de motos, il existe un terme appelé l'âge d'or des motos turbo. Cet événement a eu lieu au Japon entre la fin des années 70 et le début des années 80, impliquant toute la grande 4 japonaise de la moto dans cette course à l'armement. Un événement similaire s'est produit en Europe du milieu des années 20 au début des années 50 avec les motos à compresseur. Mais vous vous souvenez, c'est le sujet d'une autre histoire. Donc le Japon 1978. L'industrie de la moto est déjà formée, les 4 géants de la moto se distinguent clairement, ils évoluent au coude à coude et présentent chaque année de nouvelles motos modernes, plus puissantes, plus rapides, plus technologiques. Une véritable course à l'armement. Et en 1978, la société Kawasaki présente le premier modèle de moto turbo de série au monde, la Z1R-TC, où TC signifie turbocompresseur. Cette moto doit son apparition à Alan Messick, ancien directeur exécutif de Kawasaki. L'idée de surprendre le marché a fonctionné. Le collecteur d'échappement d'origine a été remplacé par un modèle sur mesure avec un turbocompresseur American Turbo Pack équipé d'une soupape de décharge réglable, appelée Wastegate, pour libérer l'air comprimé. La pression de fonctionnement était de 0,6 bar, ce qui permettait d'obtenir 122 chevaux de puissance à partir du moteur d'1 litre. Aujourd'hui, ce chiffre n'impressionne plus grand monde. Les voitures de sport modernes avec un moteur atmosphérique dépassent les 200 chevaux, mais je rappelle que nous sommes en 1978. Et puis, l'astuce résidait aussi dans la façon dont la Z1R-TC délivrait cette puissance. Il le faisait de manière féroce, et ce n'était clairement pas recommandé aux pilotes inexpérimentés. De plus, il fallait accepter d'acheter une fusée à 2 roues sans garantie sur le moteur. Et il n'y en avait pas, même si l'usine installait un vilebrequin, des soupapes et des ressorts renforcés. Certains fous allaient jusqu'à régler la Wastegate à une pression d'1,4 de bar. Imaginez seulement. Le Kawasaki Z1R-TC s'est avéré être une moto dont le châssis ne correspondait pas au potentiel du moteur. En 78-79, environ 500 exemplaires de cette moto ont été produits, et les versions ultérieures se distinguaient par des réglages un peu plus raffinés. 4 ans après l'arrêt de la production du Z1R-TC, une autre moto turbo sortira de la chaîne de montage de Kawasaki. En 83, il s'agissait de la JPZ 750 Turbo. Après une pause de près d'une demi-décennie, les ingénieurs de Kawasaki ont essayé de corriger la plupart des problèmes du premier modèle turbocompressé. Le 4 cylindres en ligne de 738 cm3 de la JPZ 750 Turbo, avec un système d'injection de carburant, était équipé d'un turbocompresseur. Il est important de prêter attention à son emplacement. Les ingénieurs ont placé le compresseur Hitachi non pas derrière le moteur, mais à l'avant, aussi près que possible, des orifices d'échappement. Cette configuration a réduit le temps de réponse du turbo et amélioré la réactivité à l'ouverture des gaz. Une pression de suralimentation modérée de 0,7 bar suffisait pour obtenir 112 chevaux à 9000 tours par minute et une forte poussée au-delà de 5000 tours par minute. Une vitesse maximale de plus de 230 km/h et un passage du quart de mile en 10,9 secondes. Revenons un peu en arrière, en 78. Kawasaki, en créant la première moto turbo de série, a ainsi lancé un défi à toute l'industrie motocycliste, et en premier lieu à l'industrie japonaise. Honda, Yamaha et Suzuki ne pouvaient tout simplement pas ignorer ce défi. En 1982, Honda est entré dans la turbomanie, et à ce moment-là, il n'était pas séduit par l'idée de créer une nouvelle fusée folle. Comme point de départ, les ingénieurs de Honda ont choisi le modèle classique de moto CX-500. Oui, ce même classique avec un moteur à la manière de Moto Guzzi. Le groupe motopropulseur a été préparé pour supporter une pression d'1,3 de bar générée par une turbine compacte Ishii. La préparation consistait à installer un vilebrequin et des bielles renforcées, ainsi qu'à utiliser des pistons forgés. C'était une première sur un produit de série Honda. La poussée du turbo ne transformait pas le CX-500 de 250 kg en une fusée déchaînée. Son moteur développait une puissance assez modeste de 83 chevaux à 8000 tours par minute contre 50 et 1 chevaux pour le CX-500 atmosphérique.
La Honda Turbo atteignait une vitesse maximale de 201 km/h, ce qui est vraiment pas mal pour un Touret de 500 cm3 du début des années 80. La société ne s'est pas contentée d'installer un turbocompresseur. Le modèle utilisait une suspension ProLink, un système anti-plongée pour la suspension avant, un tableau de bord informatif avec un indicateur de pression de suralimentation. Et dans l'ensemble, on a obtenu une moto assez harmonieuse. La Honda CX-5 Sense Turbo n'a été produite qu'en 1982. L'année suivante, le modèle CX650 Turbo a été présenté avec une cylindrée portée à 673 cm3. Le turbocompresseur IHI a été modifié. Sa partie chaude, la roue de turbine, a conservé un diamètre de 50 mm, tandis que la roue froide du compresseur a été augmentée de 3 mm pour atteindre 51 mm. La pression a légèrement diminué, atteignant 1,1 bar, mais les 100 chevaux qu'elle produisait étaient quand largement suffisants. Le CX650 était meilleur que son prédécesseur. Plus de puissance, moins de temps de réponse du turbo, une montée en puissance de meilleure qualité. Ce modèle n'a été produit qu'en 1983. Au total, seules 1777 motos turbo de la série CX sont sorties des chaînes de production de Honda. La même année, en 1982, lorsque Honda a présenté son premier modèle turbo, Yamaha est également entrée dans cette course. La société au logo avec des diapasons croisés a présenté le modèle XJ650 Turbo, qui deviendra finalement la moto turbo la plus produite de toute l'histoire. Entre 83 et 85, environ 8000 exemplaires seront produits. Avec un moteur 4 cylindres en ligne de 653 cm3, refroidi par air et équipé de 4 carburateurs Mikuni. Ils ont utilisé un compresseur Mitsubishi avec une roue de turbine compacte de 39 mm. Avec une inertie plus faible et développant une pression de seulement 0,5 bar, il portait la puissance du moteur à 90 chevaux à 9000 tours par minute. Il rendait au moins la gestion de la traction plus prévisible et confortable que celle de ses concurrents. La Turbo Yamaha atteignait une vitesse de 203 km/h. À bien des égards, la XJ650 Turbo ressemblait au modèle atmosphérique XJ650 Seco, mais la version turbo avait des suspensions et des freins améliorés. Et voici une publicité géniale de Yamaha. Une Porsche roule sur la piste, une voiture rapide et audacieuse, et hop, la Yamaha Turbo la dépasse et prend de l'avance. En voyant cette publicité en 83, j'aurais sans hésiter cassé ma tirelire et je serais allé acheter une Yamaha. La dernière à sauter dans le wagon de la turbomanie en 83 fut la société Suzuki. De 83 à 85, 1153 exemplaires du modèle XN85 ont été produits. Suzuki a obtenu une machine plus ou moins similaire à celle de ses concurrents, un 4 cylindres en ligne, 673 cm3 et 85 chevaux de puissance maximale à 8000 tours par minute. Le XN85 a été le premier parmi les motos de série Suzuki à utiliser une roue avant de 16 pouces, qui auparavant n'était présente que sur les machines de course, et il a reçu une suspension arrière full floater avec un mono-amortisseur. Et en plus du quatuor japonais, à cette époque, la société Moto Marini travaillait sur une moto avec turbo. À la fin des années 70, les dirigeants de la société italienne comprennent que leur entreprise perd la concurrence face aux Japonais sur tous les fronts. Chez Moto Marini, ils ont estimé que la meilleure solution pour se hisser au niveau de leurs concurrents du pays du soleil levant serait d'équiper leur bicylindre en V de 500 cm3 à refroidissement par air d'un turbo. Oui, parfois les idées simples demandent les solutions les plus complexes. À l'époque, mettre un turbo sur un V-twin moto était jugé très difficile. Tout réside dans la pression inégale des gaz d'échappement à bas régime à cause de l'ordre d'allumage asymétrique et du problème de refroidissement du cylindre arrière. À l'époque, seul Hyundai était parvenu et il n'avait pas ce deuxième problème. Pour résoudre le premier problème, Marini a simplement décidé de bloquer le turbocompresseur à bas régime. Le système permettait de régler à quel régime le turbo s'enclencherait. L'utilisateur pouvait choisir une plage comprise entre 2 et 3000 tours par minute. Ce moteur d'une cylindrée de 480 cm3 développait une puissance maximale de 70,5 chevaux et un couple de 64,5 Nm. Malheureusement, la tentative de Marini d'offrir la maniabilité d'une petite moto avec une grande puissance n'a pas répondu aux attentes. Les sportives japonaises de l'époque surpassaient la moto Marini 500 dans presque tous les domaines.
la 500 Turbo n'a jamais été mise en production et Moto Marini a été vendue comme Givo en 1987. Et toute cette agitation apparemment active du grand quatuor moto a complètement cessé au milieu des années 80. Et depuis, on a complètement oublié le turbo sur une moto de série jusqu'en 2010. Et en ce qui concerne le nombre de deux roues turbo produits, les chiffres des géants japonais de la moto dans les années 80 n'ont toujours pas été dépassés, même de loin. L'arrêt soudain des motos turbo de série dans les années 1980 s'expliquait par plusieurs raisons. La première raison, c'est le coût élevé. Installer un turbocompresseur sur une moto et renforcer en même temps les composants du moteur pour supporter la nouvelle puissance, c'est un plaisir coûteux. La deuxième raison est que le strou du turbo était un argument majeur contre, et cette technologie était aussi peu performante à bas régime. Et enfin, mais c'est une raison très importante, la moto a depuis longtemps appris à être un moyen de transport rapide, nerveux et audacieux, même avec des moteurs atmosphériques. Après l'âge d'or du turbo, pendant longtemps, aucune entreprise ne s'est lancée dans cette aventure sur les motos. Un nouveau millénaire est arrivé, et le turbo est resté l'apanage des préparateurs et des têtes brûlées. Cependant, à l'approche des années 2010, il y aura quelques exceptions. Les deux premières motos de cette liste sont équipées d'un turbo diesel. La première, la Neander Turbo Diesel, a fait ses débuts en 2008 et était dotée d'un groupe motopropulseur unique. Son bicylindre en ligne de 1,4 litres possède 2 vilebrequins avec 2 bielles par piston. Ce groupe motopropulseur développe une puissance maximale de 112 chevaux et un couple de 214 Nm. Ces performances permettent à la moto de 300 kg d'accélérer de 0 à 100 en 4 secondes, avec une vitesse maximale d'environ 220 km/h. La consommation de carburant est surtout agréable, seulement 4,5 litres de diesel aux 100 km. Déjà en 2008, la société avait annoncé son intention de produire environ 250 exemplaires de ce cruiser. D'après l'une des pages internet, la moto a été produite jusqu'en 2020 inclus, avec quelques petites modifications de conception. Cependant, le nombre réel d'exemplaires produits reste inconnu. Il existe un épisode détaillé sur le Neander Turbo Diesel sur la chaîne. Voici une suggestion récente. Le deuxième turbo diesel Trek T800 CDI est apparu en 2009. La société néerlandaise Evo Products, dirigée par Erik Vecht, a créé ce miracle diesel, qui ressemble extérieurement à un cousin méchant du KTM Adventure. Le travail sur le T800 CDI a commencé dès 2006. La moto est équipée d'un turbo diesel 3 cylindres de 800 cm3 provenant d'une voiture Smart, développant seulement 45 chevaux. Mais côté couple, elle n'en manque pas, 120 Nm. Le poids à sec de l'engin est de 225 kg et il ne consomme que 2,5 litres au 100 km. Le Trek T800 CDI est doté d'une transmission intégrale hydraulique. Grâce à des moteurs hydrauliques et des flexibles, 15% de la puissance est transmise à la roue avant. La vitesse maximale de la moto se situe aux alentours de 180 km/h. Au moment de sa sortie, cet engin coûtait aux alentours de 17 500 €. À la fin de l'année 2009, Erik Vecht avait environ 400 commandes pour la moto et son entreprise a commencé l'assemblage du premier lot de 25 unités. C'était une bonne tentative de créer un trail diesel de masse et de concurrencer BMW, KTM et les autres. Transmission intégrale, 900 km d'autonomie par plein 0 à 100 km/h en 3,7 secondes le tout avec le bruit d'un tracteur. Cependant, au final, l'entreprise a été confrontée à un certain nombre de problèmes et a cessé d'exister. Le nombre de T800 produits, mais pas ceux-ci, reste inconnu avec certitude. En 2010, une moto turbo à essence de série apparaît. Andrew Morris a présenté au Festival de la vitesse de Goodwood le modèle de moto de luxe Icon Shin Superbike avec turbocompresseur. La moto a été créée en l'honneur du légendaire pilote Barry Sheene, l'un des pilotes de moto les plus titrés du Royaume-Uni. Barry est décédé en 2003 d'un cancer. Andrew Morris a obtenu de l'épouse de Sheene l'autorisation d'utiliser son nom de famille dans le nom de la moto. L'objectif étant de rendre hommage au pilote et en même temps de gagner un peu d'argent. L'Icon Shin est propulsé par un moteur modifié et assemblé à la main provenant d'une Suzuki Hayabusa, d'une cylindrée de 1400 cm3 avec un turbocompresseur, des bielles Carrillo et des pistons Wiseco. La puissance maximale du moteur est de 252 chevaux et le couple est de 180 Nm.
Le groupe motopropulseur Suzuki a été choisi pour 2 raisons. La première, et la plus évidente, est que Shin a remporté 2 titres mondiaux sur une Suzuki. Et la seconde, moins évidente, est qu'il existait déjà suffisamment de données sur la suralimentation réussie des moteurs de Hayabusa. Pour le reste, c'est une moto de luxe avec des suspensions haut de gamme, des freins performants, l'utilisation de pièces de carénage en carbone et ainsi de suite. Eh bien, au moment de sa sortie, cette fusée coûtait environ 160 000 $. Au final, Icon Motorcycles a produit 52 motos. Pas vraiment une grande série, si jamais. Pourquoi 52 ? C'est le nombre de cartes dans un jeu de cartes ? Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, Andrei Morris s'est justement basé sur ce chiffre. Sur chaque moto, il y a une image de carte à jouer peinte à la main, tenue par une fille en bikini. Elles sont toutes, bien sûr, différentes. 3 ans plus tard, en 2013, la société Suzuki présente le concept Suzuki Récussion au Salon de l'Automobile de Tokyo. En 2013, il n'était pas un secret que Suzuki travaillait activement sur la création d'une moto sportive de moyenne cylindrée avec turbocompresseur. La Récussion est équipée d'un bicylindre en ligne de 588 cm3 avec un seul arbre à cames en tête. Ce moteur pouvait se vanter de 100 chevaux à 8000 tours par minute et d'un couple de 100 Nm. Et si la puissance s'est avérée assez moyenne comparée à celle du GSX R600, le couple, lui, était au niveau des motos de 1000 cm3. 2 ans plus tard, Suzuki a fait un pas de plus dans le créneau du turbo. Cette fois, au Salon de l'Automobile de Tokyo, la société a présenté le moteur XM7, qui, contrairement au groupe motopropulseur Récussion, a reçu une culasse à 2 arbres à cames et est devenu plus compact. Cette fois, Suzuki est restée discrète et n'a pas révélé les caractéristiques du XM7. Cependant, comme vous le voyez, en 8 ans, Suzuki n'a toujours pas lancé de nouvelles motos turbo de série. Mais les avancées dans ce domaine n'ont pas disparu, et qui sait, peut-être qu'un jour prochain, une moto turbo de Suzuki fera finalement ses débuts. Les choses vont bien dans le monde des custom turbo. Les amateurs d'adrénaline et de sensations fortes installent un turbo sur n'importe quelle moto, allant des petites motos chinoises avec un moteur de type cube jusqu'aux énormes V-Twins Harley et aux 4 cylindres en ligne japonais. Chacun fait selon ses envies. Par exemple, Yuracore de la chaîne Motocore a créé la Turbo Alpha. Et sur sa chaîne, il a raconté en plusieurs épisodes toutes les subtilités et difficultés auxquelles il a été confronté lors de l'installation du turbo sur ce Mokik. Le lien de sa vidéo est dans la description et la suggestion affichée. D'ailleurs, Yuri fait partie des nombreux passionnés ayant équipé une Alpha d'un turbocompresseur. On peut trouver pas mal de machines similaires sur internet, mais il semble que la Suzuki Hayabusa soit la moto la plus populaire au monde pour l'installation d'un turbo. Je pense que beaucoup se souviennent de cette vidéo folle d'il y a 10 ans avec une Hayabusa turbo de 500 chevaux qui roulait à fond. Voici ces images. La vitesse de pointe était d'environ 360 km/h, mais le plus intéressant, c'est que la Busa dépasse une sportive de 1000 cm3 à 300 km/h sur la roue arrière. Un autre nom retentissant dans le domaine du turbo est la société Trask Performance, qui fabrique des kits turbo pour Harley-Davidson. Cette solution permet d'obtenir jusqu'à 300 chevaux de puissance des gros V-Twin Harley. En résumé, les motos turbo ne sont pas devenues un phénomène de masse, et il y a plusieurs raisons à cela qui existent encore aujourd'hui. J'ai déjà dit que la moto sait être rapide depuis longtemps sans turbo, nitro ou autre boost. Et en tenant compte du fait que l'installation d'un turbo entraîne une augmentation significative du prix du produit fini, que choisira le consommateur si les caractéristiques et la qualité sont similaires. C'est exact, ce qui est moins cher. Aujourd'hui, les concepteurs et ingénieurs ont résolu le problème des turbines compactes, facilement intégrables dans la conception d'une moto. Cependant, le temps de réponse du turbo existe toujours, même sur les turbines modernes. On peut minimiser son effet en installant plusieurs turbines, ou en utilisant une turbine à géométrie variable. Mais tout dépend de l'argent. À cela s'ajoute l'élévation du centre de gravité et de la masse, une conception plus complexe et une transmission thermique accrue du collecteur d'échappement vers le conducteur. C'est pourquoi le turbocompresseur sur une moto est réservé aux sportifs et aux accros à l'adrénaline. Je tiens à souligner que le compresseur a aujourd'hui plus de chances de devenir populaire, et cela grâce à un détail, il n'a pas de creux. Puisque l'entraînement est mécanique,
Le régime du compresseur dépend directement du régime du moteur. C'est ce qui explique le succès de la Kawasaki H2R, et tout récemment, Honda a annoncé une Africa Twin avec compresseur. Mais nous en parlerons en détail dans un sujet séparé. C'est tout pour moi avec vous. Comme toujours, c'était la chaîne Crasmoto, un grand merci à vous pour votre visionnage. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de le soutenir avec un commentaire, un partage et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Un remerciement particulier à tous ceux qui soutiennent ma chaîne financièrement via les coordonnées indiquées dans la description. À bientôt.